this goal. Thank you. Perfect. Thank you. My apologies. I should have turned to No you. worries. My apologies. I was looking. No worries. Thank you. Mr. Secretary of State, Honorable Senator Marco Rubio, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, today marks not an end but a beginning, a necessary step towards peace taken with resolve and purpose. And I voice the solemn hope that all parties will seize this opportunity, just as we, the DRC, have chosen to. Thank you. Thank you, Madam Minister. Mr. Minister. Thank you. Good afternoon. On behalf of President Paul Kagame and the government of Rwanda, I want to start by thanking President Donald Trump for enabling a real change in the conversation on how to resolve the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo, leading to the signing of the Declaration of Principles today. I thank Secretary Marco Rubio and the United States government for hosting us, and I commend the positive role played by Senior Advisor Massad Boulos and his team and other officials in the significant progress achieved thus far. Thérèse Wagner brille face à Nduhungirehe. Diplomatie et tensions RDC-Rwanda 2025. Imaginez un moment où un simple silence peut ébranler la confiance entre deux nations. Le 25 avril 2025, lors d'une cérémonie à Washington, un accord de paix historique est signé pour mettre fin à des décennies de conflits entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais au cœur de cet événement, un geste manque à l'appel. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, prononce un discours inclusif, saluant son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe. En retour, ce dernier l'ignore ostensiblement. Ce n'est pas qu'une question de politesse. Ce silence révèle une fracture plus profonde, un manque de maturité diplomatique qui met en lumière les défis d'une paix fragile dans la région des Grands Lacs. Pourquoi ce moment compte-t-il autant? Et que nous dit-il sur les chances de succès de cet accord? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur ce conflit qui déchire l'Afrique centrale depuis des décennies. Pour comprendre l'importance de cette cérémonie, il faut remonter le temps. La région des Grands Lacs, en particulier la RDC et le Rwanda, est un puzzle géopolitique complexe, marqué par des conflits qui ont coûté des millions de vies. Depuis le génocide rwandais de 1994, où près d'1 million de Tutsis et de Hutus modérés ont été massacrés, les relations entre les deux pays n'ont jamais été apaisées. Paul Kagame, alors chef du Front patriotique rwandais, prend le pouvoir et transforme le Rwanda en un modèle de développement. Mais ce succès a un prix. Depuis des décennies, la RDC accuse le Rwanda de soutenir des groupes rebelles dans l'est du pays, notamment le mouvement M23, pour sécuriser ses intérêts économiques et stratégiques. Les provinces du Kivu, riches en coltan, or et cobalt, sont au cœur de cette lutte. Ces minerais, essentiels pour nos smartphones et voitures électriques, sont souvent extraits dans des conditions de violence extrême. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis les années 1990, les conflits en RDC ont causé la mort de millions de personnes, directement par la violence ou indirectement par la faim et les maladies. Plus de 7 millions de Congolais sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays et des centaines de milliers ont fui vers les pays voisins. Des organisations comme Human Rights Watch ont documenté des atrocités, massacres, viols, villages incendiés. La RDC, ainsi que des rapports de l'ONU, pointent du doigt le Rwanda pour son soutien aux rebelles, notamment le M23, qui contrôle aujourd'hui de vastes territoires autour de Goma.
Kigali, de son côté, rejette ces accusations. Kagame affirme que ses interventions visent à neutraliser les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un groupe Hutu basé en RDC, héritier des responsables du génocide. Mais les preuves s'accumulent. Le Rwanda ne se contente pas de protéger ses frontières. Il cherche à maintenir une influence sur les richesses du Congo. Ce n'est pas la première fois qu'un accord de paix tente de mettre fin à cette spirale. En 2003, l'accord de Sun City promettait la stabilité. En 2009, l'accord de Goma visait à désarmer les rebelles. À chaque fois, les engagements pris par le Rwanda ont été remis en question. Des rapports indépendants ont révélé que Kigali continuait de soutenir des groupes armés malgré ses promesses. Cette histoire nourrit un scepticisme profond envers le nouvel accord signé en avril 2025. À Goma, où les habitants vivent sous la menace constante des combats, un activiste local a résumé le sentiment général. Kagame signe des papiers, mais ses soldats restent. Cette méfiance est au cœur du problème que nous allons explorer. Le 25 avril 2025, Washington accueille une cérémonie qui pourrait changer la donne. Sous l'égide du secrétaire d'État américain Marco Rubio, Thérèse Kayikwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe signent une déclaration de principe. Cet accord, soutenu par l'administration Trump, promet le retrait des forces rwandaises de la RDC, la coopération économique et des mécanismes pour surveiller le respect des engagements. Sur le papier, c'est une avancée majeure. Les deux pays s'engagent à cesser les hostilités, à rapatrier les réfugiés et à travailler ensemble pour sécuriser leurs frontières. Mais dès les premiers instants, un incident jette une ombre sur l'événement. Thérèse Wagner prend la parole. Son discours est un modèle de diplomatie. Elle remercie Rubio, Trump et même son homologue Nduhungirehe, soulignant l'importance de la coopération. Son ton est posé, inclusif, porté par une volonté de montrer que la RDC est prête à tourner la page. Puis vient le tour de Nduhungirehe. Son discours est différent. Il parle des efforts de son gouvernement, remercie les États-Unis, mais omet complètement de mentionner Wagner. Pas un mot. Ce silence n'est pas anodin. En diplomatie, chaque geste compte. Ignorer son homologue, surtout dans un moment aussi symbolique, est perçu comme un affront. Pour beaucoup en RDC, ce n'est pas seulement une question d'ego. C'est un signal que le Rwanda ne prend pas cet accord au sérieux. Pourquoi ce moment est-il si révélateur? Parce qu'il reflète une dynamique plus large. Wagner, en saluant Nduhungirehe, montre une maturité diplomatique. Elle met de côté les tensions pour privilégier le dialogue. Nduhungirehe, en l'ignorant, trahit un manque de professionnalisme. Pire, il alimente les doutes sur les intentions du Rwanda. Un journaliste congolais, sur une radio locale, a posé la question qui brûle les lèvres. S'ils ne peuvent même pas reconnaître notre ministre, comment pouvons-nous leur faire confiance pour retirer leurs troupes? Ce n'est pas seulement une question rhétorique. Elle touche au cœur des défis qui attendent cet accord. Revenons un instant sur les deux figures au centre de cet incident. Thérèse Kayikwamba. Wagner n'est pas une novice. Nommée ministre des Affaires étrangères en 2024, elle a une longue expérience dans les cercles humanitaires et onusiens. Elle connaît les complexités de la région et sait naviguer dans les eaux troubles de la diplomatie internationale. Lors de la cérémonie, elle incarne la voix d'un Congo déterminé à défendre sa souveraineté tout en tendant la main. Son discours, bien qu'empreint de fermeté sur les abus passés, est un appel à la paix. Elle parle au nom des millions de Congolais qui souffrent, des déplacés de Goma, des familles brisées par des décennies de violence. Olivier Nduhungirehe, lui,
est une figure plus controversée. Ancien diplomate rwandais, il a été limogé en 2020 pour avoir exprimé des opinions personnelles contraires à la ligne officielle de Kigali. Rappelé comme ministre des Affaires étrangères, il est perçu comme un loyaliste de Kagame. Mais son comportement à Washington soulève des questions. Était-ce un oubli? Peu probable. En diplomatie, les discours sont soigneusement préparés. Était-ce un message délibéré? Si c'est le cas, il reflète une arrogance qui pourrait compromettre les efforts de paix. Ce n'est pas la première fois que Nduhungirehe fait parler de lui. En 2024, il avait accusé Wagner de déformer les faits lors des négociations à Luanda, un échange qui avait déjà révélé des tensions personnelles. Mais au-delà des individus, cet incident met en lumière la figure centrale de ce drame. Paul Kagame. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 2000, Kagame est une énigme. Admiré pour avoir reconstruit le Rwanda après le génocide, il est aussi critiqué pour son autoritarisme. À l'intérieur du pays, il maintient un contrôle strict, muselant les opposants et surveillant la société. À l'étranger, il est un stratège habile, utilisant l'histoire tragique du Rwanda pour obtenir un soutien international. Mais sa politique dans la RDC est son talon d'Achille. Les accusations de soutien au M23, corroborées par des rapports de l'ONU, ternissent son image. Et son historique de non-respect des accords, Sun City, Goma, Kampala, Luanda, rend difficile de croire en sa bonne foi. Pourquoi Kagame agit-il ainsi? Certains y voient une quête de pouvoir régional. Le Rwanda, petit pays enclavé, dépend des ressources du Congo pour alimenter son économie. Les minerais extraits illégalement en RDC sont souvent exportés via le Rwanda, un commerce qui profite aux élites des deux pays. D'autres estiment que Kagame est sincère dans sa volonté de protéger son pays contre les menaces des groupes comme les FDLR. Mais même dans ce cas, ses méthodes, soutien aux rebelles, incursions militaires, ont des conséquences dévastatrices. À Goma, les habitants ne parlent pas de géopolitique. Ils parlent de maisons détruites, d'enfants recrutés par des groupes armés, de vies brisées. L'accord de 2025 est-il différent? Sur le papier, il a des atouts. Le soutien des États-Unis, sous l'administration Trump, est un signal fort. La présence de Rubio et l'implication d'un conseiller régional montrent que Washington prend la région au sérieux. Mais les États-Unis ont leurs propres priorités. La RDC est un trésor géopolitique, avec ses minerais stratégiques convoités par la Chine. En soutenant cet accord, Washington cherche à contrer l'influence chinoise tout en sécurisant l'accès aux ressources. Cela rend l'implication américaine à double tranchant. Si les intérêts stratégiques divergent, les États-Unis pourraient relâcher la pression sur Kagame, qui a toujours été un allié fiable dans des domaines comme la lutte contre le terrorisme. Les défis de mise en œuvre sont immenses. D'abord, retirer les forces rwandaises est plus facile à dire qu'à faire. Les zones contrôlées par le M23 sont vastes et difficiles d'accès. Les mécanismes de surveillance, impliquant l'Union africaine et l'ONU, doivent être robustes. Mais les missions passées, comme la MONUSCO, ont montré leurs limites, entravées par des mandats flous et un manque de ressources. Ensuite, la question des FDLR reste un point de blocage. Le Rwanda exige leur démantèlement, tandis que la RDC accuse Kigali d'utiliser ce prétexte pour justifier son ingérence. Sans une médiation soutenue, cette impasse persistera. L'économie complique encore les choses. Le commerce des minerais illégaux est une machine bien huilée, impliquant des réseaux transnationaux. Mettre fin à ce système nécessite une volonté politique forte et des alternatives économiques pour les communautés locales. Enfin, l'opinion publique en RDC est un obstacle. Après des années de souffrance,
l'anti-rwandaise est palpable dans l'est du pays. Toute perception de faiblesse face à Kagame pourrait fragiliser le gouvernement de Félix Tshisekedi, déjà critiqué pour ses failles en matière de gouvernance. Alors, quelles sont les chances de succès? Tout repose sur Kagame. S'il choisit de respecter l'accord, poussé par la pression internationale, la région pourrait connaître un répit. Mais son passé suggère qu'il privilégie ses propres intérêts. Les États-Unis et l'Union africaine doivent maintenir une vigilance constante. Les organisations de la société civile, en RDC comme au Rwanda, ont aussi un rôle à jouer. À Goma, des mouvements citoyens exigent depuis des années la justice et la paix. Leur voix doit être entendue. En fin de compte, cet accord n'est pas seulement un document. C'est un test. Un test pour Kagame, pour savoir s'il peut mettre de côté son instinct de contrôle. Un test pour la communauté internationale, pour voir si elle peut enfin tenir le Rwanda responsable. Et un test pour la région des Grands Lacs, qui aspire à la paix après des décennies de douleur. Le silence de Nduhungirehe à Washington n'était pas qu'un faux pas. C'était un rappel que la confiance dans ce conflit est une denrée rare. Comme l'a dit un déplacé de Goma, nous voulons croire en la paix, mais nous avons vu trop de promesses brisées. Si cette analyse vous a fait réfléchir, ne manquez pas notre prochaine vidéo. Nous plongerons dans les coulisses de la diplomatie africaine et les luttes pour le contrôle des ressources. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater.